Bonjour chers étudiants. La toute dernière fois, nous avions abordé les sources internes et internes du droit des contrats. Mais aujourd'hui, nous mettrons l'accent spécialement sur le contrat d'affrètement ainsi que les obligations qui pèsent sur le transporteur à l'occasion de la réception de la marchandise, à l'occasion du déplacement, mais aussi à l'arrivée de la marchandise. Mais on mettra d'abord l'accent sur le contrat d'affrètement. Qu'est-ce que le contrat d'affrètement? Il s'agit d'un contrat de louage maritime. Contrat par lequel une partie appelée freiteur décide de mettre son navire en bon état de navigabilité à la disposition de qui? De l'affréteur qui doit en faire un usage judicieux, un usage harmonieux et qui est tenu de le restituer après usage effectué. Donc, il y a un contrat d'affrètement qui s'est tissé entre deux personnes. La première personne est dénommée freiteur. Cette personne-là, c'est elle qui serait la détentrice, propriétaire même du navire, destiné effectivement à aborder la partie maritime. Donc, dans le cadre du contrat d'affrètement, il s'agit d'un contrat de location. Contrat par lequel une personne appelée freiteur s'engage à mettre à la disposition de l'affréteur un bon navire en état de navigabilité, un navire apte à prendre large, un navire apte à appareiller. Voilà ce qu'on appelle un contrat d'affrètement maritime. Mais dans le cadre de la formation du contrat d'affrètement maritime, nécessairement, il y a des obligations qui s'imposent aux parties. Il y a des estaries. On les appelle en français des délais impartis, des délais convenus entre deux parties. Ils appartiennent naturellement au freiteur en tant que propriétaire du navire, en tant que détenteur du navire. C'est lui qui va fixer le retournement du navire. C'est lui qui va fixer l'échéance. C'est lui qui va fixer les délais. Et les délais sont imposés à qui? Sont imposés à l'affréteur qui est tenu de se soumettre. Car le dernier mot revient à qui? À l'ayant droit du navire. À qui? Au propriétaire. Donc de manière unilatérale, c'est lui qui sera amené à fixer le retournement du navire, la restitution du navire, et ces délais-là s'imposent à qui? À l'affréteur. Ces délais, on les appelle en contrat d'affrètement des estaries, qui s'imposent à qui? À l'autre partie qu'on appelle l'affréteur, qui est tenu de respecter les délais et de retourner le navire à des échis pour ne pas causer de retard. Car le moins de retard peut porter préjudice à qui? Au freiteur. Et cité est le cas quand il y a retard dans la livraison, quand il y a vraiment le monsieur qu'on appelle l'affréteur accusé de retard pour livrer le navire dans les délais impartis, par qui? Par la partie la plus forte qu'on appelle le freiteur. C'est à partir de ce moment qu'on parle de surestarie. Qu'appelle-t-on surestarie? On parle de surestarie quand le délai exigible, le délai imparti liant les deux parties a été largement dépassé par qui? Par l'affréteur. Qu'est-ce que l'affréteur? C'est le locataire. Et le locataire est dans l'obligation de se soumettre par rapport à qui? Au freiteur, détenteur du navire. Donc l'ordre émane de qui? Ça émane de qui? Des freiteurs. Car c'est ces derniers-là qui détient les délais de restitution du navire. Et lesquels délais s'imposent à l'affréteur. Mais si ce délai est dépassé, c'est à partir du moment qu'on parle de surestarie. Les surestaries peuvent être définies comme étant une pénalité financière, comme étant une sanction financière qui viendra frapper qui? L'affréteur qui aura accusé du retard pour restituer le navire dans les délais exigés. Et quand il y a préjudice, le préjudice il est réparable. En droit, toute personne ayant causé tort à autrui est portée à le réparer par des dommages et intérêts. Et les dommages et intérêts, dans le cadre d'un contrat d'affrètement, on l'appelle les surestaries. Surestaries, c'est le dépassement d'un délai. Et si ce délai est dépassé, il appartient maintenant à l'affréteur ayant causé une faute, un tort
acquis, un dommage acquis au fretteur de réparer le tort. Et que donc on peut définir les surestaries comme étant une pénalité financière dans le cadre de la naissance d'un contrat d'affrètement. À côté aussi des surestaries, des fois il peut arriver que le navire soit rendu avant échéance, avant d'être voulu, avant d'être échu. Là, il peut arriver que l'affréteur à qui on a loué le navire, il peut le rendre avant même la date convenue. Ah, là, on dira que c'est vraiment un locataire de bonne foi, c'est un client de bonne foi qui mériterait d'être encouragé, qui mériterait d'être galvanisé à raison de sa fidélité, à raison de la rapidité, de la célérité dont il a fait montre pour rendre le navire avant même d'être convenu. Le monsieur là, il va bénéficier de ce qu'on appelle une prime de rapidité appelée chez les Anglais dispatch money. Qu'appelle-t-on dispatch money? C'est une prime de rapidité, une prime de célérité qu'on versera à qui? À l'affréteur qui a rendu le navire avant le délai convenu. C'est monsieur qui a fait un effort et cet effort mériterait d'être carrément récompensé. En faisant, ça va jouer à sa faveur une prime de rapidité dont il aura le bénéfice et l'avantage. On l'appelle prime de rapidité, prime de célérité ou dispatch money en termes anglais. Mais il faut dire aussi que dans le cadre du contrat d'affrètement, le moyen de preuve qui permet effectivement de théoriser, en tout cas de nous dire que le contrat existe bel et bien, on l'appelle la charte partie. Le moyen de preuve utilisable permettant effectivement de révéler, de démontrer l'existence du contrat d'affrètement, les parties doivent disposer d'un document qu'on appelle communément la charte partie. Donc la charte partie n'est rien d'autre qu'un moyen de preuve permettant de prouver l'exactitude, de prouver la véracité, de prouver la réalité du contrat liant les deux parties, fretteur et affréteur. Donc la charte partie est un moyen de preuve, une condition de fond, une condition probatoire permettant effectivement de montrer toute l'existence d'un contrat d'affrètement liant deux parties, le fretteur et l'affréteur. Mais aussi, il ne faut pas perdre de vue qu'il y a une variété de contrats d'affrètement. Il y a une variété de contrats d'affrètement. Il y a l'affrètement cognu, il y a l'affrènement au voyage, il y a l'affrènement à temps. Qu'appelle-t-on l'affrènement cognu? Dans le cas de l'affrènement cognu, il s'agit de louer un navire sans équipement, un navire sans armement. Il appartiendra à l'affréteur en tant que locataire d'armer le navire, de l'équiper et de faire appel à un équipage compétent pour l'amener en milieu maritime. Je réitère mes propos. Dans le cadre d'un contrat d'affrètement cognu, c'était vraiment un contrat de location sans armement ni équipement. Il appartiendra à l'affréteur en tant que locataire, en tant que jouisseur du bien qui lui est loué, d'armer le navire, de l'équiper et de faire appel à un personnel compétent, à savoir un capitaine du navire et d'autres auxiliaires qui vont amener le navire en milieu maritime. Donc l'équipage, le personnel revient à qui? À l'affréteur. Donc on a loué un navire sans armement, sans équipage. Donc à côté de l'affrètement cognu, il y a l'affrètement au voyage. Je reviens même, j'insiste sur l'affrètement cognu. Dans le cadre de l'affrètement cognu, le muscle qu'on appelle l'affréteur assume une double responsabilité, à la fois nautique, à la fois commerciale. C'est quoi la responsabilité nautique? La responsabilité nautique va consister à vérifier, à contrôler techniquement le navire, pour voir est-ce qu'il n'y a pas de faille technique, il n'y a pas vraiment un matériel défectueux pouvant capoter le voyage dans le cadre d'une expédition maritime. Et à partir en amont même, c'est une vérification en amont, de la part de qui? De l'affréteur qui a une double obligation de vérifier est-ce que le navire est en bon état de navigabilité. De la même manière aussi, il lui appartiendra aussi de gérer l'aspect commercial. Tout ce qui relèverait de l'arrimage des marchandises, de leur disposition,
de leur chargement, de leur déplacement revient à qui? À l'affréteur. Voilà pourquoi on dit qu'il assume une double responsabilité. La première, elle est nautique. La deuxième, elle est d'ordre commercial. C'est donc deux responsabilités majeures qui pèsent sur qui? Sur l'affréteur. On est dans le cadre d'un contrat d'affrètement connu. Où la seule obligation du fréteur, c'est de mettre un navire en bon état de navigabilité à la disposition de qui? De l'affréteur. Il appartiendra à ce dernier-là de l'armée, de l'équiper et de l'amener en milieu maritime. On l'appelle vraiment l'affrètement connu. À côté de l'affrètement connu, il y a l'affrètement au voyage. Ici, dans le cadre de l'affrètement au voyage, il y a cumul de responsabilités. Autrement dit, il appartient au fréteur d'assumer ici une double responsabilité. La première, elle est nautique. La deuxième, elle est d'ordre commercial. Il va encore assumer ici deux obligations à la fois. C'est le fréteur, je dis, dans le cadre de l'affrètement au voyage, qui va gérer deux obligations mutuelles. Deux obligations bilatérales. Ça veut dire quoi? La charge nautique et la charge commerciale vont peser sur la tête de qui? Du fréteur en tant que propriétaire du navire. Qu'est-ce qu'un navire? C'est tout appareil équipé, bien équipé, construit, apte à prendre l'âge, apte à faire face aux caprices de la mer. Donc à côté maintenant de l'affrènement au voyage, vous avez l'affrènement à temps. Qu'est-ce que l'affrènement à temps? Ici, on a ce qu'on appelle le partage de responsabilité. Il y a ce qu'on appelle la division de responsabilité. On se partage la responsabilité, on se partage la charge. Le fréteur aura à gérer ce qu'on appelle la gestion nautique et l'autre, qu'on appelle l'affréteur, va se contenter de la gestion commerciale. Donc, dans le cadre de l'affrètement à temps, il y a division de compétences, il y a partage de compétences, deux obligations qui pèsent sur la tête des deux parties. L'obligation de fréteur, c'est de s'occuper de l'aspect nautique. L'obligation de l'affréteur, c'est de gérer l'aspect commercial. J'ai réitéré mes propos. On est dans le cadre de l'affrètement. Et je tiens à vous dire qu'il y a une variété d'affrènement. Il y en a trois. Il y a l'affrènement connu, l'affrènement au voyage et l'affrènement à temps. En parlant de l'affrètement connu, c'est un affrètement sans équipage, sans armement. Il appartient à l'affréteur, en tant que locataire, d'armer le navire, de le louer, de l'équiper et de faire appel à un équipement compétent pour l'amener en milieu maritime, avec tous les dangers que la mer comporte. À côté de l'affrètement connu, il y a l'affrètement au voyage. Ici, il y a cumul de responsabilités qui va peser sur qui? Sur deux parties. Cumul de responsabilités qui va peser sur qui? C'est le fréteur qui va assumer une double responsabilité. Une double responsabilité à la fois nautique, mais à la fois commerciale. La gestion nautique consiste effectivement à vérifier en profondeur, de manière pointue, de manière avisée, ce qu'on appelle l'élément technique, l'aspect technique. Est-ce qu'il n'y a pas de faille? Est-ce qu'il n'y a pas de manquement? Est-ce qu'il n'y a pas de déboire? Pour pouvoir prévoir ce qui se passe en milieu maritime, car la mer, elle est capricieuse. La mer est de fortunes diverses. Elle change de visage. Quand elle se fâche, personne ne peut l'arrêter. Donc prévention vaut mieux que guérison. Voilà pourquoi on demande aux fréteurs de s'occuper de l'aspect nautique qui fait appel à l'élément technique avant d'aborder la mer. À côté aussi, il a une autre obligation qui pèse sur lui. C'est l'aspect commercial. C'est lui qui s'occupera de tout ce qui est arrimage, emballage, et chargement même des marchandises. Cela va se poser sur sa tête là. Donc voilà pourquoi on dit que dans le cadre de l'affrètement au voyage, le fréteur va s'occuper d'une double responsabilité, à la fois gestion nautique, mais à la fois gestion commerciale. À côté de cet affrètement appelé au voyage, il y a l'affrètement à temps. Qu'appelle-t-on l'affrètement à temps? Ici, on parlera de division de compétences, division de responsabilités. Si le fréteur va gérer ce qu'on appelle la gestion nautique,
l'affréteur se contentera de s'occuper de ce qu'on appelle de la gestion commerciale. Donc, le contrat d'affrètement donne naissance aux au moins trois formes d'affrètement, lesquelles l'affrètement connu, l'affrènement au voyage et l'affrènement à temps. Maintenant, la loi portant sur le contrat d'affrètement, on l'appelle une loi supplétive, une loi douce, une loi amortie, une loi aménagée, une loi atténuée, car c'est une loi qui donne une marge de liberté aux parties, leur permettant d'aménager, de modifier, d'améliorer, de changer le contrat à leur guise. En réalité, le contrat d'affrètement obéit à l'autonomie de la vente des parties. Contrairement au contrat de transport maritime, qui fait office de contrainte, qui fait office de rigidité, qui fait office de caractère impératif. Ça veut dire qu'aucune des parties n'aura le droit de changer le contrat de transport à raison de son caractère impératif. Et quand c'est impératif, ça veut dire que ça pèse lourdement sur les parties. Ça devient une loi contraignante. Ça devient une loi astreignante. Ça devient une loi coercitive. Ça veut dire qu'aucune des parties n'aura le privilège de violer cette loi, ou de s'en démarquer, ou de faire autre chose, sinon la partie sera frappée par cette loi. C'est tout le contraire du contrat d'affrètement, où vraiment la loi se veut souple, la loi se veut douce. Ici, il y a une suprématie, une hégémonie, une liberté, une souveraineté qui est conférée aux parties, leur permettant de changer le contrat quand ils le veulent. Si jamais le contrat est bloqué, ils seront en droit de le changer, de le refaire. Mais ce n'est pas pour le cas d'un contrat de transport où les parties ont les mains ligotées, les mains liées, sont tenues de se conformer. Donc dans le cadre d'un contrat d'affrètement, il faut dire que la loi qui gouverne le contrat d'affrètement est beaucoup plus allégée, beaucoup plus assouplie, moins contraignante que la loi qui gère le contrat de transport. Au-delà de cette précision portant sur le contrat d'affrètement qui s'oppose au contrat de transport, la différence entre le contrat de transport et le contrat d'affrètement, dans le cadre du contrat de transport, il s'agit de déplacer la cargaison d'un point A vers un point B. Alors dans le cadre du contrat d'affrètement, il s'agit d'une location qui porte uniquement sur le navire. Qu'est-ce qu'un navire? C'est tout engin construit, équipé, bien monté, destiné à affronter la mer avec tous les dangers que ces derniers comportent. Car je l'ai dit, je réitère mes propos, que la mer est indisciplinée. Je confère à la mer des qualités humaines. Elle se fâche, elle change de comportement. Voilà pourquoi un bon transporteur, avant de prendre le large, la mer, elle doit avoir l'obligation de prendre l'information météorologique. De prendre l'information météorologique pour voir quel temps fera demain en milieu maritime. Car il y a un risque à la mer. Car le milieu naturel de l'homme, ce n'est pas la mer. L'homme n'est pas aquatique. L'homme n'est pas maritime. L'homme, il est éminemment terrestre. De quand il fréquente la mer, il y a un risque. Mais ce risque-là doit être évité autant que se peut, en quoi faisant, en prenant l'information à temps. Dans les délais exigés, l'information météorologique s'impose à qui? À tout transporteur. Voilà pourquoi on dit que le transporteur est un professionnel diligent, avisé, pointu, soigneux, méticuleux et soucieux de l'opération qui lui est confiée. Donc dans le cadre des obligations du transporteur, non seulement il y a la réception de la marchandise, il y a le transport de la marchandise, mais il y a aussi la livraison de la marchandise. Toute réception doit être vérifiée par qui? Par le transporteur. Il y a une obligation de vérification, de contrôle pour voir est-ce que les marchandises, la cargaison est vraiment de bonne qualité. Est-ce qu'il n'y a pas de faille, il n'y a pas de faute, il n'y a pas de manquant, il n'y a pas de produits dangereux qui peuvent être saisis par la douane en cours de route. Donc il pèse sur le transporteur à l'occasion de la réception de la marchandise un contrôle poussé, avisé. Même à l'occasion même du déplacement de la marchandise. Il doit apporter des soins, des contrôles en permanence pour voir est-ce qu'il n'y a pas de détérioration, qu'il n'y a pas d'avarie en cours de route, il n'y a pas de dégradation. Surtout si on est dans le cadre de la chaleur. Dakar-Ziguinchor, si on doit transporter des marchandises, et il y a la chaleur, deux fois, le transporteur est dans l'obligation de vérifier l'état des marchandises
pour éviter leur avarie, leur perte, leur poussement, leur dégradation. Ça c'est dans le cadre des déplacements. Mais à l'arrivée aussi, la cargaison doit être rendue de manière saine et sauve. On ne doit pas quand même y détecter des failles, des manquements, sinon le destinataire pourrait ne pas payer. Et là, il y aura ce qu'on appelle un incident de paiement qui peut vraiment créer un conflit entre trois parties, l'expéditeur ayant droit dans la marchandise, le transporteur, la personne chargée de déplacer la marchandise, le bénéficiaire qu'on appelle le destinataire, mais qui n'est pas satisfait de l'état des marchandises, peut refuser de payer. Et s'il refuse, on dit qu'il y a incident de paiement. C'est à partir de ce moment qu'on demande au transporteur de faire jouer ce qu'on appelle son droit de garde, son droit de rétention qui permet au transporteur d'immobiliser momentanément la matière pour se faire payer de manière définitive. Merci, chers étudiants. Le briefing s'arrête là. Je tiens à vous faire vraiment un briefing de 20 minutes pour m'étayer mes arguments. Mais tout ça sera densifié, tout ça sera approfondi, tout ça sera éclairci davantage à l'occasion de ma deuxième séance. Je vous remercie du fond de cœur. Je vous remercie de m'avoir écouté, de m'avoir prêté oreille. C'était un plaisir, M. Diop, prof de droit du transport. Merci beaucoup.